Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons faire un bilan du thème numéro 1 de l'enseignement scientifique pour les premières générales. Alors, au menu, on va avoir un peu de cristallographie, une dose de réaction nucléaire et une pincée de radioactivité. On va donc commencer par un peu de cristallographie. Alors on va d'une part se remettre en tête les limites du programme, donc on va s'intéresser uniquement, nous en première, à des réseaux cubiques. Et l'objectif, c'est de savoir calculer des multiplicités, des compacités, des masses volumiques, et on va s'intéresser à un cas particulier qui peut parfois poser problème quand on ne l'a jamais vu, c'est les solides ioniques. Donc on y va. Le réseau cubique, le cas général, ça va être de toujours partir de la même formule pour les compacités, c'est-à-dire que ça sera le volume des atomes divisé par le volume de la maille. Alors le volume des atomes, je vous rappelle que c'est simplement le nombre d'atomes que multiplie le volume d'un atome. Et tout ça, je vais diviser par le volume de la maille. Alors, on va tout de suite éclaircir une donnée, c'est le volume de la maille. Si je suis sur des réseaux cubiques et que le côté de mon cube fait A, et ben le volume de la maille, ça sera simplement A fois A fois A, c'est-à-dire A au cube. Donc la formule du cours sera toujours la suivante. La compacité, ça sera Z, le nombre d'atomes, que multiplie 4 tiers de pi r cube, le volume d'un atome si on fait l'hypothèse que c'est une sphère, divisé par A3, le volume de la maille. La masse volumique, ça sera un peu le même principe, ça sera la masse de la maille divisée par le volume de la maille. Le volume de la maille restera A à la puissance 3 puisque j'ai toujours un cube. Et la masse de la maille, ça sera simplement le nombre d'atomes fois la masse d'un atome. Et on se rappelle que la masse d'un atome, c'est la masse molaire divisée par Na. Mais on y reviendra plus tard. Alors, la méthode générale pour calculer une compacité. Je pars de la formule du cours. L'étape numéro 1, je calcule la multiplicité de la maille, c'est-à-dire Z. J'ai l'équivalent de combien d'atomes dans ma maille, dans mon cube. L'étape numéro 2 sera de trouver une relation entre le côté du cube, que j'appelle A, et le rayon d'un atome, que j'appelle R. Pourquoi? Parce qu'on va simplement, dans l'étape 3, remplacer dans la formule du cours A, parce que ça vaut en fonction de R. Et on va voir que c'est formidable parce que, au final, les R et les A vont tous se simplifier et on va obtenir une compacité qui ne dépendra d'absolument aucun paramètre de la masse, c'est-à-dire ni R ni A. Donc, le réseau cubique simple, d'accord? Je commence toujours par regarder sa représentation en 3D pour sortir la multiplicité de la maille. Donc j'ai 8 atomes à chaque sommet et chaque atome du sommet contribue comme 1 huitième. Donc la multiplicité de la maille, c'est simplement 8 fois 1 huitième, c'est-à-dire Z égale 1. Ensuite, je dois trouver une relation entre A et R pour calculer la compacité. Donc je commence par réécrire la formule du cours de la compacité et j'essaye de trouver une relation entre A et R. Ben là, on voit tout de suite que la longueur d'un côté du cube que j'appelle A, c'est 2 fois le rayon. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais simplement prendre la formule du cours, remplacer A par 2R et remplacer Z par 1 puisque j'ai trouvé que Z valait 1. Donc j'y vais. Je remplace Z par 1, je remplace A par 2R et je trouve, si je prends le temps de le faire à la calculatrice, que Z vaut 52%. Donc dans un réseau cubique simple, j'ai 52% de la maille qui est remplie et j'ai donc 48% de la maille qui est vide. Un autre réseau un peu plus compliqué dans les réseaux cubiques, ce sera le réseau cubique face centrée. Après, on en aura fini avec les réseaux cubiques. Donc c'est exactement le même principe. Je commence par regarder sa représentation en 3D pour avoir sa multiplicité. Donc si vous regardez, finalement, c'est un réseau cubique simple, 8 atomes à chaque sommet qui vont contribuer comme un huitième, mais j'ai rajouté, donc je vais devoir additionner, j'ai rajouté un atome au centre de chaque face. Donc j'ai combien de faces? J'ai 6 faces, et chacun de ces atomes va contribuer comme un demi. Donc j'additionne simplement les contributions des atomes des sommets, 8 fois un huitième, avec celles des atomes au centre des faces, 6 fois un demi, et je trouve une multiplicité qui vaut 4. Ensuite, c'est là où ça se complique. On avait vu dans le cours que la relation entre A, le côté du cube, et R est devenue un peu plus compliquée. Si vous regardez en effet la vue 2D, vous voyez que les sphères qui sont sur les sommets ne se touchent plus, elles ne sont plus tangentes. Ça veut dire que la relation entre A et R, elle n'est plus directe. Il va falloir passer par un intermédiaire. Donc, je ne vais pas refaire la démonstration ici parce qu'on l'a fait plusieurs fois dans le cours, mais je repars de la formule de la compacité du cours.
J'essaye d'exprimer A en fonction de R. Alors, on avait vu qu'en exprimant D en fonction de R par un théorème de Pythagore et par la grande diagonale, on obtenait que A, c'était 4R divisé par racine de 2. J'avais fait une vidéo pour le reprouver, on l'avait fait dans le cours. Donc là, finalement, qu'est-ce que je vais faire? Je vais simplement remplacer Z par 4 et A par sa nouvelle expression, qui est un peu plus compliquée que la dernière fois. Je prends le temps de voir que les R vont se simplifier, puisque je vais avoir R au cube au numérateur et R au cube au dénominateur. Et tranquillement, je fais ma simplification et je trouve que la compacité vaut 74%. Ça signifie là maintenant que j'ai 74% de ma maille qui est remplie par des atomes et 26% qui est vide. Donc si je fais un petit bilan très rapidement, la formule du cours de la compacité, elle ne bouge pas. La seule chose qui va bouger, c'est R, la valeur de R et la valeur de A. La masse volumique, la formule reste toujours la même. Alors dans un exercice, on vous donnera la valeur de la masse molaire et la valeur de Na. Et ensuite, ce qu'il faut connaître. Donc, il faut connaître les résultats importants du cubique simple. Donc, on a dit que Z valait 1, que A valait 2R et que ça me donnait une compacité de 52%. Et il faut connaître les résultats importants du cubique face centré. On avait dit que Z valait 4, que A valait 4R sur racine de 2 et que C valait 74%. Ces résultats seront toujours vrais. On va maintenant regarder un cas particulier important, c'est celui des solides ionique. Donc, on va regarder un cristal de CsCl, donc où chaque atome du sommet sera un ion négatif Cl-, et où l'atome au centre de la maille, ici, sera un cation, un ion positif Cs+. Donc, il y a deux types de choses qu'il faut savoir faire sur les solides ioniques. La première chose, ça sera notre première étape, c'est savoir quels sites occuperont les cations, les ions positifs. Et la deuxième chose, calculer la multiplicité du cristal ionique, qui sera un peu plus compliqué que dans les cas cubiques simples et cubiques face centré qu'on a fait, puisque là, on a deux entités chimiques, un anion et un cation, qui n'auront pas les mêmes rayons. Donc, il va falloir calculer la compacité en plusieurs étapes. La compacité des cations, ensuite la compacité des anions, et après, on va tout additionner. On va tout de suite faire l'étape numéro 1, comment savoir quels sites occuperont les cations. Alors, il y aura quelque chose qui sera toujours donné dans les énoncés d'exercice si vous avez ce type de questions, ça sera les données suivantes. Donc, qu'est-ce que ça nous indique? Donc, ça nous indique là, dans les trois cas, qu'il va falloir faire une division. Il va falloir diviser le rayon des cations par le rayon des anions. Et en fait, qu'est-ce qu'on va regarder? On va simplement regarder si la valeur de cette division, elle est comprise entre 0,732 et 1, entre 0,414 et 0,732 ou entre 0,225 et 0,414. Et en fonction de ce qu'on aura, l'encadrement qu'on aura, eh ben, on en conclura si c'est la première ligne qu'ils occuperont des sites cubiques, si c'est la deuxième ligne qu'ils occuperont des sites octaédriques, si c'est la troisième ligne qu'ils occuperont des sites tétraédriques. Donc on y va. Donc finalement, comme je dois faire simplement une division, à moi de savoir qui est le cation, qui est l'anion. Est-ce que le cation, ça sera le Cs+ ou le Cl-, ou est-ce que l'anion, ça sera le Cs+ ou le Cl-? Il faut savoir. Donc, je vous rappelle qu'un cation, c'est un ion positif. Donc là, vous regardez, le rayon des cations, ça sera donc Cs+. Un anion, c'est un ion négatif. Du coup, le rayon des anions, ça sera le R de Cl-. Donc, je vais faire quoi? Je vais simplement diviser les deux et regarder ce que ça me donne. Je trouve 0,934. Je regarde dans la donnée du cours à quel encadrement ça correspond. Ben, ça correspond à la première ligne. On est d'accord, 0,934, c'est bien compris entre 0,732 et 1. Donc, comment je vais conclure? Ben, je vais conclure en disant que le rapport des rayons des cations par celui des anions, il est compris entre 0,732 et 1, puisqu'il vaut 0,934, et que donc les cations occuperont des sites cubiques. Donc là, c'est tout simple, tout sera donné dans le cours. On est typiquement sur une question d'étude de documents qui est accessible à tous, bien sûr. Donc, l'étape numéro 2, c'est-à-dire calculer la compacité du cristal. Et là, on va avoir un souci, c'est ce que je vous disais au début. Mon cristal, il est composé de deux types d'ions, des Cl- et des Cs+. Et vous voyez dans les données du problème qu'ils n'ont pas les mêmes rayons. Donc comme les ions n'ont pas les mêmes rayons, avant de calculer la compacité totale de mon cristal, je vais devoir, dans un premier temps, calculer la compacité des cations, mes ions positifs, calculer la compacité des anions, les ions négatifs, et ensuite, la compacité totale, ça sera simplement la somme des deux. Donc on y va. La compacité des cations, je prends la formule du cours, je vais simplement mettre un petit plus pour dire que je regarde les ions positifs, les cations.
Alors, la multiplicité des cations, j'ai simplement un seul atome qui est au milieu de ma maille, donc ça sera 1. Le rayon des cations, c'est le R de CS+, il est donné, 169 picomètres. Et le paramètre de maille, il est donné. Donc j'ai simplement remplacé R+ par 169, A par 404 et Z par 1. Je fais le calcul et je trouve que la compacité des cations vaut 0,30. Je fais pareil pour les anions. La compacité des anions, c'est la multiplicité des anions, c'est celle des Cl+, c'est-à-dire que j'ai 8 atomes à chaque sommet qui vont contribuer comme un huitième, donc ça fera 1. Je remplace R par RCl-, A par 404, tout est donné là encore une fois, je fais le calcul, je trouve 0,37. Bon, finalement, dans l'étape 3, la compacité totale de mon cristal, ça sera simplement la somme des deux, c'est-à-dire 0,30 plus 0,37. C'est-à-dire que la compacité totale de mon solide ionique, ici du CSCl, vaut 67%. J'ai 67% de la maille qui est remplie par des ions et j'ai 33% de la maille qui est vide. On va passer maintenant à une petite dose de réaction nucléaire et on va commencer par regarder ce qu'on appelle la fusion. Alors, on va regarder ce qui se passe ici. Donc, j'ai eu au cours de cette transformation la production d'un atome d'hélium. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on appellera de la fusion quand j'ai la production d'un atome d'hélium qu'on appellera au passage une particule alpha. Maintenant, qu'est-ce qui se passe au niveau des fissions? Eh bien, si vous regardez, j'ai envoyé une particule, pas n'importe laquelle, c'est un neutron. Et ce neutron, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pété mon atome en deux, en gros. Ça veut dire qu'en bombardant un atome avec un neutron, je le divise en deux. Et c'est exactement finalement ce qui se passe euh, dans ce qu'on appelle des réactions de fission en chaîne, c'est-à-dire que j'amorce une première réaction de fission et elle va s'enchaîner. Donc, concrètement, vous devez être capable en première de faire la différence entre une réaction de fusion nucléaire, ce qui a permis la création des éléments dans les étoiles, jusqu'au fer d'ailleurs, c'est ce qu'on a vu dans le cours, et une réaction de fission. Donc, si je le résume, la fission, en bombardant un atome, je le pète en deux, je fais une fission, je le scinde en deux, alors que la fusion, je vais créer des atomes de plus en plus lourds, et je vais en particulier avoir la production d'hélium. Donc concrètement, si je regarde ces deux petites questions, la première question, c'est parmi les réactions suivantes, laquelle est une réaction de fusion? Eh bien, c'est celle où j'aurai une production d'hélium, donc c'est forcément la première. Et dans la deuxième question, parmi les réactions suivantes, laquelle est une réaction de fission? Je pars d'un atome et je vais en créer deux avec production de neutrons, c'est forcément la deuxième. Enfin, une dernière petite chose que vous devez absolument savoir faire d'après les programmes officiels, vous devez être capable d'analyser et interpréter ce qu'on appelle une courbe de décroissance radioactive exponentielle. Donc concrètement, c'est une courbe qui aura toujours cette forme-là, et il n'y a qu'une seule méthode pour le faire, c'est bien pratique. Donc, déjà, on se met d'accord sur les unités. Un résultat sans unité en physique, c'est 0. Si je regarde l'axe vertical, j'ai un nombre de noyaux qui va diminuer en fonction du temps, puisque l'axe horizontal, l'axe des abscisses, c'est le temps. Donc, je commencerai toujours par regarder la première demi-vie, d'accord? Donc, ça correspond à quoi? Je pars de n0, mon nombre initial, d'accord? Je le divise par 2, je tombe à 500. Et je vais regarder sur le graphique où est-ce que je tombe quand je suis à 500. Et là, j'obtiens ce qu'on appelle le temps de demi-vie radioactive. C'est le temps à partir duquel la moitié de mes noyaux radioactifs ont été désintégrés. Maintenant, je vais regarder ce qui se passe au niveau de la deuxième demi-vie. Eh bien, je pars de 500, je le divise par 2, donc je tombe sur 250. Je regarde où est-ce que je tombe sur la courbe au niveau de l'axe des abscisses, je tombe sur 60. Et on voit que 60, c'est 2 fois 30, et 30, c'est la première demi-vie. C'est bizarre, on est sur la deuxième demi-vie, je l'ai simplement multiplié le temps de première demi-vie par 2. Maintenant, je veux le temps de troisième demi-vie, donc je pars de 250, je le divise par 2, 125, et je regarde où je tombe sur la courbe 90. Et là, encore une fois, on remarque que 90, c'est 3 fois 30, c'est-à-dire 3 fois le temps de première demi-vie. Et là, comme par hasard, je suis sur la troisième demi-vie. Donc, si je suis sur la nème demi-vie, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, mon n0 sur 2, ça va être n0, c'est-à-dire 1000 divisé par 2 à la puissance n, et mon temps de demi-vie, ça va être n fois le premier temps de demi-vie.
Donc ça, il faut prendre le temps de le faire pour bien le comprendre. Et la règle générale, c'est finalement, si je suis sur la nème demi-vie, mon n0 sur 2, ça sera n0 divisé par 2 à la puissance n, et mon t1 demi, ça sera n fois t1 demi. On peut tout de suite faire la preuve. Si je regarde la deuxième demi-vie, ça veut dire que grand N vaut 2. Prenez le temps de faire le calcul. n0 divisé par 2 à la puissance 2, on va bien retrouver 250. Et n fois t1 demi, je remplace grand N par 2, je retrouve bien 2 fois 30, 60, etc., etc., etc. Je vous souhaite de bonnes révisions à tous en espérant que vous réussissiez votre devoir commun. Vous pouvez également utiliser cette vidéo comme support de révision pour le sujet des E3C de fin d'année en première. Bonne révision à tous.